Driss Hrous, merci de nous accueillir chez vous. Je vous remercie, c'est Rachid Hallaoui. C'est un plaisir de vous recevoir en débat. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, après plusieurs années de distance. Et en même temps, je sais que votre parole orale, si je puis dire, est relativement rare. Donc merci une fois de plus de nous accueillir. Driss Hrous dans cette émission L'Info en face Matin TV, première semaine, j'ai envie de dire, de lancement, de reprise de cette émission. Nouvelle année, donc de voir avec vous, c'est pour ça qu'on a intitulé cette émission les perspectives économiques ou socio-économiques en tout cas de cette année, le regard pointu et analytique de Driss Hrous là-dessus. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et gestion. Je rappelle également que vous êtes membre du conseil de l'administration de l'Institut royal de la culture Amazigh, de l'IRCAM. Ce premier jour férié d'ailleurs, fériérisé, ce sera ce dimanche, jour férié à Amazigh, et que vous êtes également secrétaire général du groupement d'études et de recherche sur la Méditerranée. Et je rappelle aussi que vous avez été directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Driss Hrous, sur sa perspective en tout cas socio-économique pour 2024, comment vous voyez un petit peu les choses, comment elles devraient se goupiller, trajectoire, orientation? L'année de mai 2024 est une année cruciale. C'est une année charnière sur le plan économique, sur le plan social et partant évidemment sur le plan politique. Parce que 2024, évidemment, c'est après la crise du coronavirus, 2020-2021. C'est aussi après le séisme de septembre 2023. C'est aussi au cours des grands chamboulements que connaît la logistique mondiale, la guerre en Ukraine, et toutes les conséquences de ces trois phénomènes. Évidemment, la première conséquence, c'est la rareté d'un certain nombre de ressources et l'implication sur les prix des matières premières, des biens alimentaires, sur l'énergie, le chamboulement de toute la dynamique mondiale, et puis peut-être aussi quelque chose qui se profile, c'est qu'une nouvelle réorientation des investissements et de ce qu'on appelle la mondialisation. Je ne suis pas du tout partisan en termes d'analyse de ce qu'on appelle la démondialisation, mais il y a une nouvelle restructuration à l'aune de, plus que du conflit d'ailleurs, entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, et puis le recul économique et géostratégique de la Russie. Et ce gros combat des États-Unis d'Amérique et de la Chine, notamment sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, sur le spatial, aura des répercussions énormes sur les énergies notamment, sur les transports et sur l'investissement et l'emploi. Au niveau du Maroc, pour revenir à votre question, les effets de la crise sanitaire pendant 2020 et 2021 ont été énormes sur le pouvoir d'achat des Marocains, sur les investissements, sur l'emploi. Évidemment, il faut le souligner, c'est très important, la façon dont le Maroc, à tous les niveaux de ses institutions, a réagi, a montré qu'il y a une grande capacité de riposte de l'État et de la société. Et chaque fois, pour moi, le plus important, ce n'est pas simplement l'État, c'est État et société, société et État. Avec interactivité entre les deux, c'est ça que vous êtes? Dans le sens du bas vers le haut et du haut vers le bas. Dans le sens des directives, des institutions de politique publique et de la réaction des territoires, même si sur ce terrain, le mot territoire au Maroc doit être précisé, on reviendra peut-être là-dessus, à travers les territoires territoriaux, la régionalisation. Mais en gros, on peut retenir que la façon dont la crise a été gérée sur le plan politique et social est absolument exemplaire. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur le plan économique? Sur le plan économique, elle a un impact énorme. Elle a déstructuré l'économie, elle a totalement déstabilisé les métiers, elle a déstabilisé beaucoup plus que les métiers, les modes de production d'un certain nombre je dirais, de professions. Et l'une des conséquences dont on parlera tout à l'heure, parce qu'elle conditionne 2023 et 2024, c'est que les Marocains, qui sont beaucoup plus à mon avis, dans la solidarité, dans la complémentarité, ils se sont repliés sur eux-mêmes, sur leurs petites économies. Ils se sont endettés au niveau des familles, au niveau des secteurs informels. On oublie souvent cette pratique marocaine du financement par l'endettement intra- et interfamille.
Et que donc 2021, 2020, 2021 ont eu cette conséquence que les Marocains ont puisé dans leur petite réserve, et que 2022, au lieu que ça s'améliore, ça s'est aggravé, parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'il y a la guerre d'Ukraine. 2023, il y a le tremblement de terre dans tout le Haut-Atlas, il y a la solidarité, il y a l'inflation, particulièrement des biens alimentaires qui ont connu des progressions qui dépassent les 8% de moyenne, et que donc 2024 arrive avec toute cette pression, cette pesanteur. Il y a des réactions que j'estime personnellement très pertinentes au niveau de la politique publique. Il y a des réactions, à mon avis, qui sont aussi, je dirais, présentées de façon marketing comme étant des innovations, mais en fait, elles ne le sont pas. Comme quoi, par exemple? Par exemple, tout le volet social, en disant que l'État se sacrifie. En fait, il y a une ponction sur une durée de 3-4 ans pour financer tout le volet social, les aides sociales qui se font, les aides au logement, etc. C'est-à-dire que vous les 40 milliards de dollars que l'État va emprunter sur les marchés internationaux? Non, que va financer pour les aides sociales, pour l'attraction, l'amour, pour etc. Les allocations famille. On est à plus de 40 milliards de dirhams. Toute cette ponction, en fait, en 2026, juste avant les élections législatives et le nouveau gouvernement, elle va être tout simplement amortie par un certain nombre de remodelage de la fonction et qui sont très intelligentes. Parce que cette réforme... C'est quoi? C'est l'ingénierie sociale économico-sociale qui a permis effectivement de ce montage économique. Mais c'est très bien de le faire, on en parlera. Oui. On en parlera. Par exemple, on parle de l'aide sociale, de le registre social unifié, de registre de la population. Depuis des années que ça traîne cette histoire. Ça traîne depuis 1982, depuis les programmes d'ajustement structurel. Et on voit que progressivement, j'ai compté, il y a plus de 136 programmes sociaux au Maroc. Des fonds ceci, des fonds cela, beaucoup mal utilisés, très peu évalués, et une dispersion. Et là, ce gouvernement, et qui a fait, à mon avis, des études d'évaluation très intéressantes, qui ont été utilisées en partie pour la première fois, alors qu'avant c'était des bureaux d'études qui faisaient. Je ne dis pas que tout est utilisé. Je me suis informé, il y a énormément d'études qui ont coûté très cher, qui dorment dans les tiroirs. Mais sur ce terrain du volet social, du bon travail est fait. Donc on est en fait dans l'optimisation de tout ce qui était fait jusqu'à présent, qui était très dispersé au niveau des différentes aides et soutiens sociaux. En fait, ce qui fait qu'en fait le financement a pu être trouvé grâce à... Il est trouvé parce qu'en fait... Grâce à l'optimisation. L'un dans l'autre... C'est pas de l'argent nouveau en fait. Non. Voilà. On a ramassé et quand on voit, et c'est très bien, mais ça posera d'autres problèmes dont je parlerai, que la caisse de compensation sera de 6 à 7 milliards. 8 milliards de dirhams en 2026, 16 milliards de dirhams comme budget en 2024. Voilà. Donc cette diminution qui est remarquable, ça a coûté quand même depuis 2015 jusqu'en 2022 quelques 180 milliards de dirhams pour l'État. C'est énorme. Mais, contrairement à ce qui est dit, et c'est normal que les politiques fassent... De la politique, c'est ça? Normal. Normal, il y a de la communication. Toute communication n'est pas vertueuse et n'est pas non plus vicieuse. Elle est opportune. Et il y a une récupération de tous ces montants à peu près. Et donc, toutes ces aides sociales sont opportunes. Alors, je dirais 3 choses à leur propos tout à l'heure. La première, c'est une opportunité conjoncturelle absolument remarquable. 2, elles répondent à un besoin. 3, ils vont créer énormément de problèmes à moyen et long terme. Quoi comme problème? Ils vont développer une capacité de financement de la demande, alors que la demande qui doit être faite au Maroc, c'est beaucoup plus à travers la disponibilité des services sociaux, une école publique de qualité, une santé de qualité, la création d'emplois pour les jeunes, le développement du monde rural, le développement des régions. Donc il y aura moins de financement de disponible pour le financement des services publics. Il y aura moins de développement économique. Moins de développement économique. Moins de développement économique. Parce que politique d'assistanat, parce que politique, voilà. c'est ça en fait. C'est un terme que je n'ai pas utilisé, mais en gros c'est ça. Je l'ai senti. On distribue des revenus, ça calme les besoins, mais en même temps, il y a des appels d'air qui se font parce que le véritable problème
au-delà de ça qui est fait et que je soutiens personnellement, c'est très très bien. Comment l'accompagner? Par une politique de revenus, par une politique de salaire, par une politique de maîtrise de l'inflation, par une maîtrise de ce que j'ai toujours dit, une souveraineté alimentaire. Sur laquelle on va revenir parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de souveraineté. Par une politique de réduction des inégalités territoriales et sociales. Clairement, ce que est en train de dire. Donc oui, c'est très bien. Sur l'instant T, c'est très bien de distribuer de l'argent pour des populations qui sont socialement extrêmement défavorisées, avec des allocations d'ailleurs, des distributions qui ont commencé depuis début décembre. Absolument. Et ça veut dire, d'ailleurs, c'est un système graduel, ça démarre à 500 dirhams par famille. Je crois qu'il y a déjà un peu plus de 1 million de familles, de ménages bénéficiaires. Aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, vous dites oui, mais vous, sur le moyen terme et long terme, attention, parce que distribuer de l'argent public pour des personnes qui ne vont pas être des acteurs ou en tout cas qui ne vont pas produire de la richesse, ça peut être très handicapant et très embêtant sur le moyen et long terme. D'autant plus que ces 10 millions de personnes qui sont touchées à juste titre, ne constituent pas la classe moyenne. Or, l'un des problèmes, c'est pas le problème, l'un des problèmes que nous avons au Maroc, c'est que la réduction qualitative, beaucoup plus que quantitative de la classe moyenne, les 11 à 12 millions de Marocains de classe moyenne en gros, ce sont ceux qui constituent la véritable dynamique du développement, de l'éducation, du capital humain et qui peuvent basculer progressivement vers les activités précaires et informelles. Et on le retrouvera dans l'investissement privé et dans l'économie au Maroc. Et donc, parler d'économie solidaire, ce n'est pas parler d'assistanat. Et là, c'est deux choses différentes. Et là, c'est important de faire le distinguo. Donc, clairement, vous avez répondu aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, d'où la pertinence de vous avoir en débat en ce début d'année 2024 sur le questionnement que se posaient un certain nombre d'économistes comme vous, mais pas que, sur quid du financement. Quel financement mobilisable, en tout cas, pour financer ces politiques de redistribution sociale. En fait, vous dites, c'est une ingénierie socio-économique qui a été mise en place. Recomposition de ce qui existe. Qui existe. Autre sujet, parce que vous y avez fait référence, c'est 2024 aussi va connaître, pour la première fois, certains considéraient que politiquement c'était extrêmement sensible, la réforme du budget, la caisse de compensation. Vous avez fait référence avec progressivement aussi, on est dans la progressivité, c'est le choix de l'exécutif, de retirer progressivement la subvention à la bouteille de gaz, à la farine blanche et au sucre. Mais en tout cas, la bouteille de gaz, il y a un calendrier qui a été mis en place à partir du 1er avril, moins 10 dirhams chaque année jusqu'à l'horizon 2026. Est-ce que ça, c'est du courage politique selon vous, Thélis Rousse? Est-ce que c'est une nécessité économique et budgétaire, parce que ça va alléger les finances publiques? C'est une nécessité économique, c'est une nécessité sociale parce que la caisse de compensation est injuste. Mais la réponse aujourd'hui d'aider 10 millions de personnes risque de provoquer aussi un certain nombre d'effets pervers sur les classes moyennes qui ne toucheraient pas les assistances sociales et qui seraient pénalisées par la caisse de compensation qui disparaîtrait. Ce courage, il a commencé depuis 1982. Mais tous les gouvernements se sont passés la patate chaude. Là, aujourd'hui, sous l'effet de ce que j'ai dit tout à l'heure, la grave crise du coronavirus, les Marocains ont puisé dans leurs épargnes, il n'y a plus d'épargne. Le ménage marocain est très, très endetté. Le niveau de vie a baissé. Le secteur informel a augmenté. Le taux de chômage qui est présenté aujourd'hui comme étant de 12%. 13,5%. On a fait une année ou de 16% en ville, 33% des 15-24 ans. Mais en fait, ce chiffre ne signifie rien. Comme l'inflation ne signifie rien au Maroc. Quelle est aujourd'hui la valeur nutritive du panier de la ménagère? Il ne représente plus grand-chose. Il contient des biens que les Marocains ne consomment plus. Donc ça veut dire que maintenant, si on veut avoir une idée précise sur le réel niveau d'inflation, il faut il faut recomposer le panier. Recomposer le panier, recomposer aussi un certain nombre de chiffres. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a au Maroc 1 560 000 chômeurs, c'est totalement faux pour une simple raison, qu'il y a énormément de personnes qui, à force d'être inscrits comme étant demandeurs d'emploi, ont fini par aller ailleurs et donc qui ne demandent plus. En fait, ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des chômeurs demandeurs d'emploi. Il faut préciser le concept.
Les véritables chômeurs, c'est beaucoup plus. Quand on voit, par exemple, j'ai cité un chiffre, il vaut ce qu'il vaut, 33% des jeunes de 15 à 24 ans sont sans activité. Demandent de l'emploi. Mais ceux qui sont sans activité sont beaucoup plus importants. Pourquoi? Quand on voit des chiffres de ceux qui n'ont ni formation, ni éducation, ni métier au Maroc, c'est quand même 30%. Mais ceux-là, ils l'ont pas. Quelle est la part de ceux qui demandent du travail? Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, se débrouillent autrement. Il faut bien, comme on dit, il faut bien vivre. Et ils vivent. Le secteur informel, au lieu de diminuer, il augmente. C'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs, la CGM a tiré la sonnette d'alarme là-dessus au mois de décembre d'ailleurs. Il y a la question de l'inflation, la question de l'investissement, avec ce fameux discours royal qui a demandé l'inversion de l'investissement, avec beaucoup plus d'investissement privé que d'investissement public dit à l'horizon 2030, mais avec un target en 2026 du 50-50. Sur l'inflation, sur la cherté de la vie, aujourd'hui, on se retrouve avec un niveau d'inflation, même s'il a baissé en 2023, on a les prix qui sont restés à des niveaux élevés. Donc, certains considèrent, les économistes, je ne sais pas si c'est votre cas, que le vrai sujet, ce n'est pas le niveau d'inflation, mais c'est le niveau des prix, en fait, qui sont restés extrêmement élevés. Du prix des déciles les plus faibles de la société. Parce qu'en fait, quand on dit l'inflation, encore une fois, c'est la moyenne. Mais la moyenne pour qui? C'est la moyenne sociale et la moyenne des prix du panier. Et ça, c'est important. Quand on voit l'augmentation des prix des besoins urgents des populations marocaines, on voit que le taux d'inflation est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Pourquoi? Parce qu'on raisonne en 2023-24 comme si les besoins de consommation et le panier de la ménagère du Maroc en 2023-24 est le même qu'en 1990. Aujourd'hui... On utilise les mêmes instruments, en fait, la même composition de calcul. Et l'enquête nationale qui va avoir lieu prochainement va montrer, à travers les revenus, les modes de consommation et d'habitat, que le mode de vie du Marocain a radicalement changé sous l'effet de la nécessité. Et donc, la pauvreté ressentie est beaucoup plus importante. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, c'est que les besoins évoluent. La pauvreté, elle est relative. Pas par rapport à ce que j'avais, par rapport à ce qui se passe, d'autant plus que près de 90% des Marocains sont aujourd'hui connectés aux réseaux sociaux. Et donc, le Marocain, particulièrement les jeunes, qui constituent véritablement le ventre de la pyramide des âges et de la structure démographique, ils ne voient pas ce qui se passe dans la petite ville ou le village ou la ville, ils voient ce qui se passe dans le monde. Et donc la notion de besoin, la notion d'utilité sociale par rapport à l'utilité individuelle, elle dépasse les analyses en termes... C'est là, ils sont sur d'autres géographies en fait, et pas forcément sur le... Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, on dit... Moi, j'ai été demandé à des marchands il y a quelque temps, la tomate, pourquoi les Marocains consomment beaucoup la tomate? Moi, quand j'étais jeune, et peut-être vous ou d'autres, la tomate du mois de décembre, c'est un luxe. C'est un luxe. Et quand on voit les avocats, quand on voit les fruits, quand on mangeait les fruits de saison et les légumes de saison. Mais ils m'ont dit non, parce qu'aujourd'hui, les besoins des gens, ce n'est pas de consommer comme consommaient leur grand-père ou leur grand-mère les légumes de saison du souk. Maintenant, ils veulent consommer ce qu'ils voient. Et donc, cette notion d'utilité sociale a totalement changé. Donc, le panier de la ménagère, il doit évoluer dans d'autres lieux. Et la question qui est posée aujourd'hui, et que, pour moi, elle est centrale, quelle est aujourd'hui la qualité des services publics et des besoins de base pour répondre aux besoins de la population? Et donc, plutôt que de parler de ce qu'on offre, de quoi les populations ont besoin. Et c'est en fonction de ça que se détermine la dynamique de l'inflation. Ce qui fait, et vous avez raison, que c'est la question des prix qui est posée. Prenons un certain nombre de produits, le thé, prenons le café, prenons beaucoup de produits ménagers, prenons un certain nombre de textiles, prenons les transports, mais ils ont augmenté énormément. Évidemment, on va dire la butane est subventionnée.
On va dire le sucre est subventionné. On dit la farine du blé tendre est subventionnée. Est-ce que les Marocains ne consomment que cela? Non. Bon, on va dire aussi que ces prix ont augmenté. D'ailleurs, on le voit depuis le 1er janvier 2024, l'application de cette loi de finances 2024 sur les taux de la réforme de la TVA, les taux intermédiaires, on a vu flamber. Mais c'est aussi l'État, en tout cas, a besoin d'argent et de recettes fiscales pour pouvoir financer les services publics et pouvoir financer les politiques sociales. Donc, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, accepter que le fait qu'on a une augmentation des prix, transport, énergie et d'autres produits, parce que l'État... Services de santé, parce que l'État a besoin d'argent pour financer les politiques sociales. Est-ce que c'est ça le New Deal 2024? Oui, c'est exactement ce qui est fait. Et donc, il y a un montage financier qui est fait sur le plan de l'expertise, je le trouve très très bien fait. Mais je dis attention, ce n'est pas une réponse adéquate à moyen et long terme aux questions sociales, d'inégalité sociale, de pauvreté, de pouvoir d'achat et de développement de cette capacité de consommation et de demande intérieure, et partant, après, de formation, de capital humain, d'investissement, de création d'entreprises, pour arrêter. Donc, il y a cette ingénierie qui répond à un besoin. À l'instant T. À l'instant T. Mais encore une fois, le budget de l'État ne fait aucun sacrifice, et tant mieux, parce qu'on ne sacrifie pas les équilibres globaux. Surtout le déficit budgétaire n'augmente pas. L'endettement ne pose pas de problème pour moi, même si on peut dire que le déficit, c'est pas simplement, l'endettement, c'est pas simplement celui du Trésor présenté à 18%, mais il y a aussi les établissements publics et les entreprises publiques. Donc on serait beaucoup plus à des niveaux extrêmement élevés, et on pourrait être encore plus à des niveaux extrêmement élevés si on continue un peu à financer notre train de vie. Oui, pas que celui de l'État. Est-ce que ça vous inquiète, Ça m'inquiète. Le recours à l'endettement qu'on a en 2024, et c'est certainement aussi en 2025 et 2026, parce que la croissance économique n'est pas au rendez-vous, et ce depuis plusieurs années. Absolument. Donc du coup, comme levier, c'est où on laisse défiler les déficits, ce que ne veut pas Fawzi Larja, et le gouvernement par extension. Et donc du coup, c'est le recours peut-être plus ou moins massif, en tout cas important, de l'endettement sur les prochaines années, à partir de 2024. Ça a déjà commencé de façon sérieuse, et ça va s'accentuer. Et la question qui est posée effectivement, c'est cette capacité de développer l'économie sans sacrifier le développement au profit des équilibres. Il faut les équilibres, mais ils sont pas sacrés. C'est pas sacré. Mais en même temps, il y a la capacité d'une économie nationale à financer le développement. Et plus une économie est endettée, elle a moins de possibilités de lever des fonds pour l'investissement. Et c'est évident. Heureusement que pour le Maroc, il y a une soupape importante qui sont les envois des Marocains de l'étranger qui sont énormes. Et il faut les lier à ce que j'avais dit tout à l'heure sur la crise du coronavirus, où la famille est sollicitée. Et contrairement à ce que l'on dit que la famille au Maroc se déstructure, elle subit des chocs, mais la famille reste solidaire, même si les modes de vie de la famille sont différents. Donc l'entraide familiale, l'entraide sociale existe toujours? C'est parce que les investissements des Marocains du monde qui sont envoyés, ils ne vont pas vers l'industrie, ils vont vers les logements, ils vont vers l'aide familiale, ils vont vers le mobilier et l'immobilier, mais ils ne vont pas dans des secteurs productifs. Pourquoi? Parce qu'ils se font dans des réseaux inter- et intrafamiliaux. Qui échappent parfois d'ailleurs à l'État. Absolument. Là-dessus, sur le terrain toujours de la croissance économique et inflation, cherté de la vie et autres, est-ce que vous considérez que l'année 2024 va être plus compliquée que 2023? Absolument. Ou pas? Absolument. Il va l'être pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a l'effet cumulé de ce qui se fait depuis 2020. Et déjà 2020 a été abordé dans des conditions difficiles. Quand on voit le gouvernement actuel, mais aussi le précédent, les taux de croissance dans le cadre du programme du gouvernement, c'est du 6%. On n'est même pas 3%. Non, on est même en dessous. On va être à finir l'année 2023 de 7%. De 7% aujourd'hui. Les évaluations de la fin décembre, c'est de 7. Et on parlait de 3,5, 3,6 pour 2024. C'est pas gagné. Je crois qu'on n'atteindra pas, avec la sécheresse de 2022 qui est très grave, qui se répercute sur 2023, on n'atteindra pas 3%. Or, 6%, c'est le plancher pour justement créer franchir des emplois, un nouveau palier, absorber le stock des chômeurs et créer des emplois pour les 120 000 à 160 000 demandeurs d'emploi et résorber le secteur informel qui reste à la fois une soupape de sécurité,
à la fois une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que c'est une source de revenus, mais en même temps, c'est un cumul de mécontents. Et ce sont, pour des jeunes, des populations qui sont dans une instabilité psychologique et morale, qui n'ont pas confiance dans le système politique, économique, dans les politiques publiques. Et donc, ils aspirent à partir. Et en même temps, ils changent de métier, ils changent d'activité. Ils sont dans le formel un jour, ils sont dans l'informel un jour. Et donc, on ne peut pas les saisir. Et quand on ne saisit pas 30% d'une population âgée de moins de 30 ans, politiquement, ce n'est pas bon. Et socialement, c'est dangereux. Donc en 2024, il faut s'attendre à une année économique qui soit un peu le copier-coller de 2023. Oui. À quelque chose près, c'est ça pour vous? Tout à fait. Est-ce que ça, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu donner une trajectoire différente d'un point de vue économique si on avait pris d'autres décisions économiques? On voit bien partout dans le monde, et c'est pas vous que je vais dire ça, y compris les économies développées ou les économies comme les nôtres intermédiaires, où il y a des choix économiques forts qui sont pris pour pouvoir justement changer de braquet un petit peu économique, et nous on s'inscrit plutôt dans la continuité sans aucun changement. Moi je m'attendais au terme des 100 jours du gouvernement actuel, j'étais sincèrement presque convaincu, et sans aucun parti pris idéologique ni politique partisan, je n'en ai pas. Quand j'analyse ces questions, j'essaie de les analyser en tant que professeur d'économie. Les faits, d'abord les faits et les arguments. Je m'attendais à ce que ce gouvernement invente de nouveaux instruments de mise en œuvre de l'investissement privé, de mobilisation des fonds qui sont à la marge, qui voulaient à la marge, thésaurisés. Énormément d'argent dort au Maroc. D'ailleurs, on le voit. Quand il y a des occasions comme le séisme du Haut-Atlas et le financement du budget du fonds spécial, des fonds se sont mobilisés. Il y a de grandes fortunes. Il y a du patrimoine. Il y a tout un... D'ailleurs, on le voit. Ils sont dans des investissements, des grands projets à caractère non rentable directement. On le voit dans des aspects ostentatoires, on le voit. Il aurait fallu, et il fallait que l'investissement privé s'investisse beaucoup plus. Pourquoi? L'État a ouvert les chantiers à travers un certain nombre de projets structurants. Moi, j'estime, et ça va étonner beaucoup de gens, connaissant peut-être mon itinéraire politique, l'État en fait trop. C'est-à-dire l'État en fait trop. L'État en fait trop, est trop présent au niveau de l'investissement et dans la sphère économique. Trop présent dans les choix, trop présent dans la décision. Et donc, l'État évince quelque part l'initiative privée qui ne demande pas mieux qu'à être évincée. Est-ce que ça veut dire que c'est intéressant, vous êtes en train de dire qu'effectivement, un État trop dirigiste d'un point de vue économique, qui dit voilà, grosso modo, j'ai créé une banque de projets d'investissement au niveau du secteur industriel, ça date d'ailleurs depuis l'ère de Moula Felalami, lorsqu'il était à la tête du ministère de l'Industrie, repris d'ailleurs par Yann Zour. Le nouvelle charte de l'investissement aussi, où on voit bien qu'on veut catégoriser et orienter l'investissement, et donc du coup l'investissement privé. Ça, c'est beaucoup plus pénalisant, selon vous, qu'autre chose. C'est pénalisé, d'autant plus qu'il favorise finalement les niches rentières dont profite le privé. Et donc, il y a des économies d'échelle dont les coûts sont supportés par la collectivité à travers l'investissement de l'État, les études, la mise en place, toute la période de mise en place avant que les projets soient rentables. Et puis après, le privé choisit là où il veut s'investir, là où il veut s'incruster, là où il veut se situer. Et donc, le fait que le privé ne soit pas associé en amont et ne soit pas sollicité pour être associé en amont fait que l'État, finalement, fait le sale boulot pour tout le monde, et le privé n'est pas sollicité, ne prend pas de risques. Et le fait que le privé ne prend pas de risques fait que le privé lui-même est moins rentable. Moi, je comprends quand on dit que l'impôt est injuste, que l'impôt sur les sociétés pénalise les plus sérieux, que l'impôt sur le revenu pénalise les plus sérieux, que la TVA, malgré les efforts, reste encore un poids sur la consommation. Et que donc, au lieu que ce soit les impôts directs rentables qui soient la première source et les impôts indirects, c'est une solution de facilité. Mais en termes de politique publique, de grands projets, et depuis le programme du gouvernement, c'est évident. Et toutes les lois de finances le disent. L'État a fait, l'État va faire, l'État va faire. Et c'est dans le cadre de ce que fait l'État que le privé va s'incruster. Et on ne peut pas, avec cette vision politique,
C'est d'abord une vision politique avant d'être une vision économique. Laisser une place à l'entreprise. Est-ce que, c'est intéressant. Qui ne demande pas mieux en partie. Mais considérer que toute l'entreprise veut profiter, c'est faux. Il y a des entrepreneurs qui veulent travailler, mais qui veulent qu'on les laisse travailler. Qu'ils aient la possibilité de travailler. Alors, la décision qui a été prise, alors, c'était pas sur ce projet de loi de finances 2024, mais c'était sur le précédent, de revoir à la baisse et de tracer une nouvelle trajectoire fiscale sur l'IS. Donc, on voit bien que ce gouvernement a pris la décision de donner de la visibilité, en tout cas, aux investisseurs et aux investisseurs nationaux, prioritairement, en réduisant la pression fiscale sur l'investissement. Voilà. Contrairement, d'ailleurs, beaucoup attendaient que ce soit sur les revenus pour donner un peu plus de pouvoir d'achat, mais c'est encore l'IS qui va baisser et qui baisse continuellement. Est-ce que là, ça veut dire que c'est aussi une décision qui ne sera pas, j'ai envie de dire, entre guillemets, rentable pour l'État? Elle ne le sera pas pour une simple raison, c'est qu'on considère que l'économie de l'offre dépend de l'État. Or, au niveau économique, l'offre dépend de l'entreprise, du secteur économique. Et considérer que le levier de l'impôt sera à lui seul suffisant à court terme, c'est faux, sachant que toute la réforme qui se fait dans l'impôt, la TVA, comme l'IS, qui est très importante, qui est très bonne, qui va dans le bon sens, dans le sens de l'élargissement. Oui, parce que beaucoup se disent, de l'assiette. Oui, mais l'effet ne peut pas être à court terme. L'effet est à moyen terme. C'est un effet de 4-5 ans. Or, pendant 4-5 ans, d'autres phénomènes tirent vers le bas. La sécheresse, le coût de l'énergie, la demande de travail, les coûts de la santé, les coûts de l'éducation, la pression monétaire internationale, l'inflation importante, fait qu'on ne peut pas miser sur un seul levier. Le fait de considérer que l'impôt peut jouer, c'est une très bonne chose. À court terme, il aurait fallu, il y a 10 ans, il aurait fallu il y a 4 ans, il aurait fallu il y a 3 ans, jouer sur ce levier pour inciter l'entreprise à travers des moyens d'incitation fiscaux, mais aussi à travers toute la batterie qui a été mise en place pour aider l'entreprise, pour aider, je ne vais pas citer Força, etc. C'est différents programmes en fait. Non. Non. Et la nouvelle charte d'investissement, est-ce que pour vous, ça pourrait être un instrument? On l'a vu d'abord, c'est pour les gros investissements, parce que ça a été chiffré, a priori, premier semestre, voire deuxième semestre. Premier semestre 2024, on devrait avoir aussi une offre qui soit faite pour la TPME. Là-dessus, est-ce que l'État est dans son rôle? L'État est dans son rôle. Il définit le cadre aussi, là où doit se jouer les règles en matière d'investissement. L'État est dans son rôle de régulation. La régulation, ça veut dire la mise en place des institutions. Les instruments. La charte d'investissement en est une. La loi cadre de la fiscalité en est une. La régionalisation en est une. Le développement social en est une. Le financement de l'AMO en est une. La réduction de la caisse de compensation et la péréquation pour que le pouvoir d'achat soit maintenu en est une. Mais l'État ne peut pas remplacer l'entreprise. L'État ne peut pas remplacer l'investisseur. Or, le problème, justement, c'est que comme il n'y a pas de dynamique, notamment parce que politiquement, les rôles sont mélangés, l'État fait tout à la place de tout le monde. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que notre croissance est plombée et qu'on n'arrive pas à décoller de ces 2,5, 2,6, 2,7% de croissance. C'est pour cette raison essentielle, majeure. Bien sûr. Et on fait rien pour ça. On a toujours les moteurs de croissance qui ne sont plus allumés. Ils clignotent et on continue à... Absolument. Il faut voir pourquoi seuls quelques secteurs sont rentables. Pourquoi l'électronique et l'automobile est rentable. Pourquoi les industries chimiques et des matières premières sont rentables. Mais parce que tout simplement, il y a des indicateurs et d'un cadre macroéconomique qui est là pour financer en fonction d'une demande extérieure. Des besoins extérieurs et d'une demande intérieure. Mais tout le reste n'est pas suffisamment développé, n'est pas suffisamment Quand on est face à une inflation galopante sur les produits alimentaires, on l'a bien vu en 2023, on était sur du 15, 16, 17% d'inflation. Et quand on voit que la filière, en tout cas l'écosystème agroalimentaire, lui, c'est à peine 2-3% du PIB, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi une inflation qu'on a créée et qui est la conséquence en fait de secteurs d'activité dits productifs qui ne produisent pas suffisamment. Qui ne produisent pas parce que le Maroc vert a considéré que le Maroc était l'Europe. On a oublié l'eau, on a oublié les compétences, on a oublié l'investissement privé, on a oublié l'économie rurale, on a oublié la souveraineté alimentaire, on a simplement privilégié des secteurs d'exportation et des secteurs de rentabilité immédiate, qui ne sont pas suffisamment d'ailleurs présents au niveau de la fiscalité, qui ne sont pas présents. Mais il faudrait un jour que quelqu'un
une institution de l'État fasse l'évaluation de ce qu'a coûté la construction d'un certain nombre d'ouvrages liés directement à ce développement de cette agriculture moderne qui n'a pas eu d'effet. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis que c'est d'abord au privé à le faire. L'État a financé le gros des investissements, je dirais, et des coûts fixes qui ne peuvent pas être rentables. Et le privé, spéculatif riche, a eu les retombées sans avoir participé aux investissements massifs structurants et structurateurs. Et c'est là que je dis que l'État fait une grande partie du travail du capitalisme privé qui doit faire son travail. Même si je considère qu'effectivement, l'effet d'éviction joue aussi. Quand on voit un certain nombre aussi de financement par la banque, le financement n'est pas en faveur de l'entreprise privée de petite et de moyenne taille. On le voit, il y a des chiffres d'ailleurs qui l'attestent. Vous avez fait référence au stress hydrique, effectivement, malheureusement, on va repartir sur une année de sécheresse. Ça sera la 5e de mémoire. On sait très bien aujourd'hui, données structurelles, que 2 années sur 3 dorénavant seront marquées. Et 2002 était catastrophique. Et 2002 était complètement catastrophique. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux d'Elis Rousse qui considèrent qu'il va falloir revoir, en urgence ou pas, en tout cas, notre politique en matière agricole au niveau de l'offre? Parce qu'on a un problème de transformation. Est-ce que valeur aujourd'hui, c'est une donnée structurelle que nous avons? Absolument. Même si les stations de dessalement d'eau de mer, il va y en avoir une dizaine qui vont être fonctionnelles sur les prochaines années. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui, de toute façon, il faut revoir sur le fond notre offre agricole? Il faut la revoir totalement. Il faut la revoir dans 3 directions convergentes et complémentaires. La première, c'est de partir du constat structurel et durable que nous avons une insuffisance en eau et que donc l'économie en général, l'agriculture en particulier, va devoir composer avec un paramètre qui s'appelle le stress hydrique et la pénurie de l'eau. Or, quand on voit le Maroc vert, green ou pas green, il est basé sur une constante. L'eau ne pose pas de problème. Il faut irriguer, il faut le goutte à goutte, il faut... il y a eu des décisions qui ont été prises d'ailleurs en 2023 suite à l'inflation que nous avons connue au premier trimestre 2023 d'avoir moins d'eau disponible en tout cas pour les surfaces agricoles à irriguer. C'est des décisions qui ont été prises. Il faut voir l'effet. Faut voir l'effet. C'est nouveau, il fallait le faire bien avant. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux d'Idriss Rousse qui considèrent que les agriculteurs qui veulent continuer à produire de la tomate ou de la pastèque, en tout cas toutes ces cultures en tout cas, qui sont énergivores en eau, devront payer l'eau et le mètre cube d'eau beaucoup plus important, et qu'il est temps aussi de retirer progressivement, comme la bouteille de gaz, les exonérations fiscales et la fiscalité sur le secteur concernant et le secteur agricole. Ça fait partie du deuxième levier. Oui. Le premier levier, donc, c'est partir de restructurer totalement l'agriculture, à partir, et pas seulement l'agriculture, mais l'agriculture, puis c'est votre question, sur une constante, c'est que nous sommes un pays semi-aride. Nous ne sommes pas une société tempérée. On peut parler d'équinoxe, on peut parler d'hiver, d'été, tout ce qu'on veut. Nous vivons des sécheresses et nous les vivrons de plus en plus. Deuxième élément, le plus important, c'est que la sécurité alimentaire ne doit pas être une composante financière de rentabilité. Il faut que les gens vivent de ça et il faut donner plus d'importance à l'économie vivrière. Autrement dit, il faut revenir sur le terroir. Or, au Maroc, l'exode rural des jeunes, la dévalorisation du monde rural, les inégalités entre les régions a fait que l'agriculture, aujourd'hui, elle tend de plus en plus à être une agriculture rentable qui épuise les sols, qui épuise l'eau, qui utilise de plus en plus de produits chimiques dévastateurs et qui coûte de plus en plus cher et qui ne fait pas vivre sa population. Troisième levier par rapport à l'agriculture, c'est important, il faudrait de plus en plus travailler sur les spécificités des terroirs et donc développer... Pour le développement des cultures. Ça a été fait pendant les 20 premières années de l'indépendance. Quelles sont les cultures les plus adaptées aux prairies? Quelles sont les régions les plus adaptées à Saïs? Quelles sont les cultures les plus adaptées à la Chaouia? Quelles sont les cultures les plus adaptées à l'Haouz ou le Lokous? En fonction de la disponibilité en eau, en fonction de l'ensoleillement. En fonction des ressources, en fonction des sols et en fonction des populations, de façon à permettre aux
ruraux de vivre de leur travail décemment. Mais est-ce que ça veut dire des solutions? Alors c'est intéressant parce que de vous avoir, vous êtes passionné de culture, d'art, Oui. vous êtes un humaniste, plein d'humanité. J'essaie. Quand on parle de revoir, parce que très souvent on a des confrères et consoeurs économistes, ils disent voilà, il faut revoir aussi pour certains en tout cas la politique agricole en matière d'offres, mais il n'inclut pas forcément le fait qu'il va falloir aussi faire passer un message à nos sociétés, qu'il va falloir peut-être aussi, si on modifie la politique de l'offre en matière agricole, il va falloir aussi modifier nos habitudes de consommation agricole. Est-ce que c'est ça qui, aujourd'hui, dites aussi aux Marocaines, aux Marocains, attention, parce que la tomate ou d'autres produits, en tout cas fruits et légumes, il faudra les consommer différemment, moins en consommer, voire ne plus en consommer. Est-ce que c'est ça en fait aussi le Maroc se situe comme un des plus grands exportateurs de la pastèque au mois de décembre, il y a de l'indécence économique et morale. Exporter de la pastèque, c'est exporter de l'eau. Exporter un certain nombre de la tomate. Exporter des légumes, de l'avocat. Exporter de l'avocat. On commence à développer cette fierté. Mais on importe aussi, quand on exporte des fruits et légumes, on importe aussi de la devise. On est bien d'accord, parce qu'il y a toute une équation aussi à faire là-dessus. Et on a bien vu en 2023 cet arbitrage. Il faudrait faire la péréquation entre le coût des intrants et le coût des outputs par rapport à une culture déterminée. 2, quelle est la contribution de cette culture? On peut citer n'importe quelle culture, je ne veux pas du tout stigmatiser qui que ce soit, à la création d'emplois, à la distribution des revenus. Si c'est pour enrichir l'investisseur privé qui après va thésauriser ou construire des immeubles et des villas et des yachts, la collectivité ne gagne pas. Pourquoi? Parce que c'est la collectivité qui finance les subventions. Que lui, il fasse avec son argent ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il reçoit des financements, des subventions, il y a une contrepartie. Et je dirais donc, dans ce domaine, il faut revoir les cahiers de charges. Les cahiers de charges, il y a un but à avoir de la data qui soit fiable là-dessus pour faire toutes ces péréquations. Et puis, je vais utiliser un terme qui malheureusement a été galvaudé. Il faut qu'il y ait, dans le cadre des évaluations, ce qu'on appelle les évaluations, il faut qu'il y ait la reddition des comptes. Des gens qui sont subventionnés par l'État pour des secteurs clés qui s'appellent l'agriculture, qui s'appellent la pêche hauturière, qui s'appellent le développement rural, qui s'appellent un certain nombre d'infrastructures et qui s'appellent des investissements dont les effets d'entraînement sont importants. Puis après, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement. L'investissement reste cloisonné dans sa dimension. Dans le tourisme, on le voit dans un certain nombre de stations balnéaires qui ont été créées pour dynamiser toute une région, et puis on se rend compte que ça favorisait la spéculation, ça favorisait les intermédiaires, ça favorisait la fuite des devises, mais ça n'a pas eu d'effet d'entraînement sur l'économie. Quel est le rôle de l'État, pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure? C'est de créer un certain nombre de pôles de développement qui s'appellent des projets dont l'objectif n'est pas de remplacer et d'évincer les autres, mais de les inclure pour qu'ils fassent leur travail. Est-ce que pour tout ça, il faudrait déjà prendre le dossier en main que vous avez évoqué précédemment et qui est en stand-by, voire en sommet, celui de la régionalisation, Absolument. celui de la territoire, celui de le développement de blocs économiques régionaux. Ouais. Absolument. Et pourquoi là-dessus, on a vu en tout cas 2022, 2023. On n'a pas avancé. Voire même bien avant le Covid, ça n'avance pas. On n'a pas avancé. Alors l'argument... Vous faites partie de ceux qui considèrent que les relais de croissance, les vrais relais de croissance chez nous, si on veut passer un jour à 4, 5, 6 points de croissance, c'est dans les territoires? C'est dans les territoires. C'est fondamentalement dans les territoires, à condition de développer dans chaque territoire les potentialités économiques qui lui conviennent. On ne peut pas produire à Boudnib ou à Jbha ou à Steha ou à Souq-Sibt ce qu'on produit dans le Rab. On ne peut pas produire tout et partout. On ne peut pas créer des institutions qui sont absolument des photocopies de Casablanca jusqu'à Dakhla, et c'est les mêmes. On crée un CHU partout, on crée une université partout, une université polydisciplinaire partout, une usine de ceci partout. Il faudrait qu'il y ait une intelligence des territoires. Or, le territoire a été pensé sur le plan politique.
Il n'y a pas de pensée économique de la région. Pourquoi? Plusieurs raisons. Deux sont importantes. La première, c'est qu'il y a le mirage de la grande ville. L'axe. Casablanca, Tanger, tout simplement. Avant, on a impliqué Jdida, je ne la vois pas. On a impliqué Marrakech, je ne la vois pas. On peut impliquer Agadir et Dakhla, mais c'est à long terme, il faut y travailler. Donc, il n'y a pas cette vision. La deuxième raison, c'est qu'on est encore une fois dans une dynamique très complexe, et je le dis sans aucun jugement de valeur, où tout est pensé par l'État, de l'État et pour l'État. Et donc, il n'y a pas une mise à contribution des ressources locales sur le plan du capital humain, sur le plan de la pensée, sur le plan de la conception, sur le plan de l'ancrage de l'intelligence. On peut me dire, et je comprends, que il n'y a pas d'élite locale. Les élites, quand elles se concentrent en ville, dans les grandes villes. Je dis que c'est sous l'effet de la contrainte, de la conjoncture, et que le rôle de l'État, justement. J'ouvre une parenthèse, une digression. Quand on dit au Maroc qu'on a 16 universités, par exemple, pôles universitaires, y compris dans des régions où la question se pose à court terme, mais bon, c'est un autre débat. On a un pôle universitaire à Rachidia, ou Ouarzazate, on a Nador, on a Dakhla, on a Lyon, on a Al-Hussima, on a partout. C'est très bien. Est-ce que l'université est un grand collège? Non. Si l'université ne développe pas une pensée qui explore le terrain sur les potentialités économiques, sur les potentialités artistiques, sur les potentialités territoriales, sur les cultures, sur les danses, sur les chants, sur l'investissement, sur les métiers, sur les migrations, sur la relation du centre urbain avec la périphérie, on se rend compte que finalement, on est en train de penser du centre et que toute la dynamique revient au centre. Il n'y a pas de régionalisation parce qu'il n'y a pas de déconcentration, il n'y a pas de décentralisation. Et la déconcentration, la décentralisation, c'est de former les centres de décision alternatifs par l'intelligence locale et régionale. Ça n'a pas été fait pour différentes raisons. On ne va pas en discuter maintenant, peut-être, mais il est grand temps de le faire. Et donc, s'il n'y a pas de régionalisation, il n'y a pas de dynamique politique, il n'y a pas de dynamique économique, il n'y a pas de dynamique culturelle. On peut parler de la culture. On va en parler. Juste avec vous. Mais en tout cas, c'est clairement Driss Rousse, vous dites, moi, il ne peut pas y avoir de développement, en tout cas de franchissement de nouveaux paliers de développement économique et de sortir de ces méandres des 2,5%, 3% max en matière de croissance économique, tant qu'on ne développe pas les territoires, parce que les relais de croissance, ils ne sont pas en Europe ou sur le continent, mais ils sont dans nos territoires. Oui. C'est ça que vous dites clairement. Tout à fait. Et que l'émergence d'élites locales, régionales, c'est aussi de la responsabilité, pas que, mais aussi du pôle universitaire. C'est là où il y a le savoir, c'est le temple du savoir. Absolument. Je vous donne un exemple. Prenez les faits du Tanger Med, qui est une réalisation géniale. Géniale. De par le site, de par la dynamique. Qu'est-ce qu'elle montre? Cette dynamique à travers le Tanger Med, qui est un port magnifique. Et ça va être la même chose avec Nador, Marchika et tout le reste. C'est fantastique. Il y a Dakhla qui est prévu aussi. Oui. Qu'est-ce qu'elle montre? Que nous avons négligé au Maroc le territoire maritime. Parce que nous sommes une civilisation du désert. Quand vous voyez toutes nos villes, les meilleures côtes, jusqu'il y a 10 ans, vous trouvez des cimetières. Parce que nous avons encore une fois cet imaginaire que le danger vient de la mer. Nous avons été envahis en tant que pays. Aussi à la mer aussi, parce que nous avons été envahis urbaine aussi. Nous avons été envahis par la mer. Tous ceux qui sont venus, et nous ne sommes pas une civilisation de marins. Contrairement à ce que la légende dit, nous n'avons pas de compte. Il y a quelques années, j'ai demandé à des étudiants de voir est-ce que nous avons des comptes au Maroc d'enfants ou de la Kaya, etc. sur la mer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le désert, il y a la montagne, il y a la vallée, mais il n'y a pas la mer. Et si je dis cela, c'est pour dire par exemple que l'exemple de Tanger Med, qui est une œuvre remarquable, elle est récente.
faut qu'elle fasse école. Non pas à travers des ports, mais à travers l'économie maritime. Les ressources de la mer. D'ailleurs, il y a un discours royal de novembre 2023 qui a fait appel justement à cela, avec l'ouverture de la façade atlantique sur le continent et la mise en place d'une vraie stratégie politique en termes de marine marchande et d'avoir de vrais bateaux aussi, d'avoir une vraie politique dans ce sens. Juste un dernier mot, parce qu'on parlait de l'université, je ne peux pas, vous en tant qu'enseignant, chercheur, professeur, enseignant à l'enseignement supérieur en sciences économiques et à la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales à l'université Mohamed V de Rabat, je relisais rapidement mes notes. Il y a aussi, on l'a bien vu, ça a démarré en 2023, fin septembre, et ça se poursuit d'ailleurs durant 2024, vous parliez de la régionalisation loupée, ça n'avance pas, c'est pas activé. Il y a les AREF, les académies régionales qui ont été mises en place concernant l'éducation, pour pouvoir aussi avoir des politiques régionales en matière d'éducation, même si les programmes sont toujours pensés à Rabat, au sein du ministère, mais on voit que les enseignants-chercheurs, voilà, il y a eu des enseignants-chercheurs grévistes, c'est une grève qui dure depuis plus de 3 mois. À peu près 500 grévistes d'ailleurs, enseignants qui ont été pénalisés, sanctionnés par le ministère de l'Éducation nationale pour faute grave, faute professionnelle grave. Est-ce que vous avez, vous, un avis, je ne vais pas dire tranché, mais un avis là-dessus? J'ai un avis, il n'est pas tranché, j'ai un avis ouvert. Je me pose des questions, mais en même temps, j'ai des positions. Sachant que j'ai occupé, il y a quelques années, le poste de responsable du cabinet de l'Éducation nationale. Et je suis parti, j'ai été nommé ailleurs, avec la conviction que moi, j'avais échoué. Dans ma mission, j'avais échoué. Et je ne pouvais pas réussir. Sur la base de quels critères vous dites ça? Vous avez fait cette évaluation? Vous avez parlé des AREF. Oui. Je fais partie de cette équipe sous la responsabilité du ministre, avec l'accord évidemment du Conseil du gouvernement, et bien entendu, ça a été soumis au Conseil des ministres, de réformer les structures de l'enseignement. La mise en place des AREF et de l'autonomie. Et quand on dit l'autonomie, ça supposait justement que ce qui a été fait il y a quelques années, de recrutement, devait être fait depuis des années par les AREF. Le statut, c'est une autre question. La libéralisation du livre scolaire, la révision des programmes, les formations. Il n'était pas question, n'a jamais été question de supprimer les instituts de formation. Tout cela a été fait dans un cadre où la réforme de l'enseignement devait être pensée à travers la qualité de l'enseignant et la qualité de l'enseignement. Pour différentes raisons, un certain nombre d'erreurs ont été faites, notamment supprimer les instituts de formation. On ne donne pas à enseigner à un diplômé, quel que soit son génie, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup dans les formations, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. On ne lui donne pas une classe sans qu'il soit formé. Parce que s'il est licencié ou un master dans une spécialité quelconque, mais il n'est pas pédagogue. Il n'est pas pédagogue. Donc l'enseignement, c'est un métier. Ce n'est pas parce que je suis diplômé que je suis un bon enseignant. C'est deux choses différentes. Le diplôme donne une base, encore cette base doit être, etc. Et en matière d'enseignement, il y a eu plusieurs fautes. La première, c'est qu'on a multiplié les réformes. Deux, on a changé de responsable au gré même pas des gouvernements. On avait fait à l'époque un petit calcul, vous pouvez le faire. Il y a eu combien de ministres de l'Éducation nationale depuis l'indépendance? En moyenne, il ne dépasse pas 1 an et demi. En moyenne. En termes de durée? On ne peut pas faire de miracle, quelles que soient les opinions du ministre. Il y a une deuxième raison, c'est que en 2000, avec le travail de la COSEF, qui n'a pas été bien suivi, mais surtout depuis, en gros, 4-5 ans, il n'y a pas eu du tout cette conscience que l'enseignement n'est pas un enjeu idéologique de parti. Et que l'enseignement, comme la défense, comme la religion, doivent être au-dessus de la mêlée politique. C'est-à-dire dépolitiser, limiter, des ministères de souveraineté. Pardon? Tels que les ministères de souveraineté. Absolument. Et c'est ça qu'on paye cher aujourd'hui. À condition qu'il y ait une vision nationale. Il y a une vision nationale, il y a cette vision. Maintenant, il y a une vision nationale. Il y en a 2030. Et qu'on laisse la faire et qu'elle soit
L'enseignement n'est pas une question d'opinion politique ni de doctrine, parce que parler les langues, ça n'a pas de, je dirais, ça n'a pas de religion. On doit parler une langue. Il doit bien la parler. Savoir enseigner, développer l'intelligence, respecter l'élève, lui apprendre à raisonner, avoir l'esprit critique, à être responsable, et non pas le soumettre à la discipline. Est-ce que ça veut dire que Denis Rousse, en fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, avec ce nouvel accord du 26 décembre qui a été rejeté d'ailleurs par les différentes coordinations d'enseignants, toute cette polémique aujourd'hui, les tensions qu'il peut y avoir, les enseignants grévistes qui sont sanctionnés, en fait, le vrai débat, c'est pas celui-là. Le vrai débat est ailleurs, ou c'est aussi celui-là? C'est aussi celui-là, parce que je trouve que la réforme d'aujourd'hui pose les bons problèmes, certains dans de mauvais termes. Personnellement, si j'ai à la soutenir, personne ne me demande mon avis, je la soutiens, avec quelques bémols. On mélange le pédagogique, on mélange le scientifique avec le pouvoir d'achat des enseignants. Les enseignants sont mal payés. Ce n'est pas normal qu'un enseignant soit mal payé. 2, il y a des droits, il y a des devoirs. Il faut que l'enseignant soit formé. Il faut qu'il ait un crédit horaire à faire, qu'il soit jugé là-dessus. Évalué. Vous êtes pour vous l'évaluation? Je suis pour l'évaluation partout par des pairs. Par établissement ou par enseignant? Parce que là, j'ai vu qu'il y a des labels en fait qualité. Par des pairs. C'est un peu le... Par des structures. Par des structures. Et pas par des personnes pour éviter, etc. Par des structures. Mmh. L'inspection générale, elle est faite pour évaluer et pour former. Les inspecteurs pédagogiques sont faits pour cela. 3. Dans la réforme, il y a de très bonnes choses. Ce qui pose problème dans la réforme, premièrement, il y a eu des cycles de recrutement qui étaient mal faits, très mal faits. On ne devait pas autoriser le recrutement par les AREF avec des contrats à durée. En tout cas, limité dans le temps. Reconductible, mais c'était pas très clair. Indéterminé. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, aujourd'hui, pourquoi ça prend pas? Tout ce que l'État donne, c'est sous pression. Et plus on donne et plus on demande. Il fallait homogénéiser le système et le préparer dans la durée. Peut-être le faire, mais on ne doit pas avoir des enseignants à statut et des enseignants à statut secondaire, de seconde zone. Il en prie comme cela. Il y a des pays qui marchent où ça fonctionne très bien, ça, les contrats. Il fallait le préparer. C'est pas un problème de contrat. Et troisième élément, dans l'actuelle réforme, dans laquelle il y a de bons éléments, il y a un mélange entre l'amélioration de la situation financière et les promotions. Je vous donne 2 exemples que j'ai vécu personnellement. Vous avez un enseignant qui enseigne les mathématiques dans un collège. Il va préparer un doctorat, excusez le terme, qui est ce qu'il est, dans une discipline qui n'est pas la sienne. Charia. Le droit pénal. Où il apprend par cœur, il n'a jamais mis ses pieds dans une université. Et il demande à être professeur de l'université chercheur, alors qu'il n'a jamais fréquenté l'université, et qu'il enseigne les mathématiques, il a préparé un diplôme en gymnastique, en éducation physique. Il y en a beaucoup. Ça, c'est un vécu, ça. Vous parlez d'un vécu, de retour d'expérience. Je l'ai vécu. Et c'est quoi ça? C'est possible parce qu'il y a un manque de rigueur de la part de l'État, l'État cède face à des demandes dont certaines sont légitimes. Moi, ce que je dis, quelqu'un qui a un doctorat dans un domaine quelconque, faut lui ouvrir la porte pour accéder à l'université, condition qu'il soit compétent. Il y a des critères pour être universitaire. Pas de clientélisme. Il a un doctorat. Nous avons besoin de docteurs à l'université. Dans toutes les universités marocaines, il y a un taux d'encadrement de 47%. C'est-à-dire nous avons besoin encore de plus de la moitié à recruter. Vous avez un doctorat, marhaba, postulez, vous passez. Si vous êtes admis dans le cadre d'une université autonome, avec un comité ad hoc de pairs qualifiés, vous êtes recruté. Si vous n'êtes pas recruté, vous faites votre enseignement pour lequel vous êtes recruté en tant que professeur de maths du collège. Et vous méritez l'échelle 10, vous l'aurez, l'échelle 11, vous l'aurez. Vous êtes inspecteur dans un domaine de planification. Vous allez passer une échelle, vous allez devenir professeur. Demain, il y aura des métiers, on ne trouvera personne pour être économe, pour être directeur, pour être inspecteur, pour être planificateur, il n'y aura plus personne. Tout le monde va préparer des diplômes et vouloir statut de professeur assistant. Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Séparer
l'évolution matérielle, les salaires. C'est légitime que les enseignants soient bien payés. C'est légitime qu'ils aient de très bonnes conditions de travail. C'est légitime aussi de la part du ministère qu'un professeur de maths, il est professeur de maths. C'est légitime aussi d'attendre que nos niveaux général scolaires soient plus élevés que ce qu'il est aujourd'hui en même temps. Donc il faut des critères d'accès. Il faut des formations. Il faut des évaluations. Il faut des devoirs. Pourquoi moi je vais autoriser les enseignants du public à aller enseigner dans le privé ? Pourquoi je vais autoriser l'enseignement privé dont une partie n'est pas de qualité ? Je dis bien une partie, pas la totalité. Pourquoi je vais les autoriser à utiliser clandestinement de professeurs du public et qui font des heures privées pour leurs propres élèves pour préparer les examens? Ça existe, moi je parle franchement. Je n'ai pas de compte à rendre sauf à ma conscience. Mais si on veut réformer l'enseignement, il faut aussi s'attaquer à tout ça. Quel est le statut de l'enseignant ? Quel est son profil ? Quel est le statut du directeur ? Quel est le statut de l'inspecteur ? Quand j'étais à l'Éducation nationale et qu'on a mis en place les AREF et les académies, on a passé des tests et souvent j'étais observateur parce que je n'avais pas le droit de faire partie des jurys. Je vais dire des choses qui peuvent peut-être gêner. Vous avez des inspecteurs ou des professeurs qui postulent pour être directeur d'académie. Vous dites, monsieur l'inspecteur, vous êtes inspecteur à Boualem. Oui. Vous habitez où? J'habite Fès. Comment vous pouvez inspecter à Boualem en étant à Fès? Ah, mais il n'y a pas d'université à Boualem. J'ai mes enfants sont étudiants à Fès. Et puis, quand je vais, et vous allez à Boualem ou à Boudnib, ou à Rachidia, ou vous allez à Salkbir pour faire des inspections, vous passez 4 jours, une semaine? Non, je rentre le soir, le matin, je pars le matin et je rentre le soir. Il me dit, j'ai même pas de bureau pour inspecter les enseignants, je les inspecte dans le café ou souk. Quelqu'un m'a dit souk. C'est ça l'éducation nationale. Donc il faudrait donner aux enseignants les moyens de travailler. Or, on est passé de projet en projet, de réforme en réforme, sans évaluer les réformes. Au niveau de l'université, par exemple, je suis un professeur d'université, nous avons mis énormément de réformes sans les évaluer. Quelqu'un m'avait appelé il y a quelques années pour me dire, on va supprimer le système LMD, licence, master, doctorat, on va le remplacer par le système... Qui a priori a été une grosse erreur. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, est-ce qu'on a évalué ce système? Il m'a dit oui, j'ai dit on n'a jamais appliqué le système LMD. Il faut d'abord l'appliquer. Puisqu'on l'a mis en place, il faut l'appliquer, l'évaluer. Et puis voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. Ce n'est pas parce que la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne a changé que je change. Qu'est-ce que je veux changer en tant que Marocain? Si ce système correspond à des besoins, lesquels? Au niveau national, mais d'une économie ouverte. Ben, on n'a pas évalué le système. On a évolué. À notre arrive, on va faire le bachelor. À notre arrive, non, on ne veut pas de bachelor. Est-ce que vous êtes, vous, Drissou, ça sera ma dernière question, c'est toujours passionnant de débattre avec vous, surtout ce débat de nouvelle année, nouvelle perspective. Est-ce que vous êtes inquiet par la tournure que prend ce mouvement de grève depuis début octobre? On a redémarré l'année avec ce mouvement de grève qui, pour certains en tout cas, il y a ce risque qui peut se durcir. On voit bien aussi qu'il y a d'autres corps de la fonction publique qui ont décidé aussi de faire grève. On voit aussi des étudiants en médecine et de pharmacie également qui sont en grève. Est-ce que vous êtes inquiet par la tournure que prend ce mouvement de grève? Je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'il montre que les corps intermédiaires dont on a besoin dans une société, qui s'appellent les partis politiques, qui s'appellent les syndicats, qui s'appellent les associations professionnelles reconnues, respectées, autonomes, crédibles, avec des gens de métier qui prennent leurs responsabilités, qui sont compétents, qui ont de l'éthique. Ce sont eux qui jugent les pairs. Perte de vitesse. Notamment parce qu'il y a quelques années, on les a discrédités. L'État a discrédité les corps intermédiaires. Parce qu'on a nommé des gens qui ne méritent pas. Depuis quelques années, ça a changé. Mais aujourd'hui, la conséquence est là. Il ne faut pas oublier qu'en matière de politique et d'économie, il n'y a jamais d'effet instantané. Si on appuie sur le bouton aujourd'hui, l'effet sera dans 5-10 ans. Et donc, ce qu'on vit en 2023-2024, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est une décision qui a été prise il y a 3-4 ans. Dont on récolte les effets.
dont on récolte les effets. Et donc, si les syndicats ne représentent plus rien, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont vus comme étant non représentatifs. À tort ou à raison. À tort ou à raison. 3, c'est parce qu'on a laissé développer des phénomènes qui sont extra-institutionnels sans qu'on ait engagé des éléments de débat. Et c'est là que les élites locales, les pouvoirs territoriaux, la région, la commune, les élus locaux, les élus nationaux manquent, à mon avis, de perspicacité parce que tous ces mouvements instantanés qu'on laisse faire, c'est des mouvements qu'il fallait non pas réprimer, je n'y crois pas, je suis un démocrate. Il fallait les aborder en termes de dialogue et de responsabilité et de justice. C'est-à-dire, il y a les droits et les devoirs. Et aujourd'hui, quand une machine échappe à tout le monde, c'est très dangereux parce qu'il y a la spirale et parce que ça se greffe sur ce que nous avions dit tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avions dit? C'est que le Maroc, et tant mieux, il a une image de marque. Il la défend. Oui, pour les grèves. Ça fait partie de la démocratie. Non pour un système de grève qui casse une institution. Or, aujourd'hui, moi, j'ai demandé à des enseignants, j'ai demandé à des parents dans plusieurs régions, il y a des écoles et des lycées dans lesquels il n'y a pas eu en 2023, plus de 6 semaines de cours. Et on envoie les étudiants passer un bac et aller à l'université. On voudrait qu'elles soient des ressources humaines capables avec 6 semaines d'enseignement. Sur toute une année scolaire. Et on voit le résultat de PISA et d'équivalent qui vaut ce qu'il vaut. Donc, il y a cette pensée globale, il y a cette pensée dans sa totalité. Et peut-être, si j'ai une leçon à tirer de cela, arrêtons au Maroc d'investir même politiquement et moralement dans des projets phares. Des projets spot, comme on dit. Spot. Il faut travailler dans la structure, il faut travailler dans la base, il faut travailler dans la masse. On nous dit par exemple, et tant mieux, que sur 62 lauréats étrangers à, je crois, Polytechnique en France, que plus de 60%, ne sais plus, j'ai oublié le chiffre, sont des Marocains. Mais tant mieux. Mais si on brandit cet étendard tout le temps, on oublie que l'objectif de l'enseignement, c'est pas de former des génies. J'allais dire des Einstein. Einstein n'a pas été formé par le système d'enseignement. Non. Le système de l'enseignement public doit former les élites d'une nation. C'est-à-dire, il doit former la base d'une société. Qu'il y ait des génies, tant mieux. Qu'il y ait des pertes, ça fait partie du système. Mais le gros du bataillon doit être bien formé. Si on forme des généraux, c'est pas un général qui fait la guerre. C'est la troupe, c'est les officiers, les sous-officiers. Or, c'est l'enseignement qui doit les former. Or, justement, si on dit on développe des excellences, attention à l'élitisme mortel. Absolument. Politiquement, ça ne pardonne pas. Merci infiniment, Driss Rousse, pour cette lecture analytique sur les enjeux économiques, sociaux. On a fini par les enjeux aussi éducatifs avec parce que c'est un écosystème et un environnement que vous connaissez parfaitement bien. Pas que parce que vous avez enseigné pendant de longues années, mais c'est parce que aussi vous l'avez dit, moi les AREF, et c'est aussi, j'ai travaillé, vécu cela, et vous l'avez, et de voir de très près. Merci à vous en tout cas. Je vous en prie, merci beaucoup pour vous. Je rappelle, docteur en économie et gestion, thèse de doctorat, en économie en 1980. J'ai membre du conseil d'administration de l'Institut Royal de la Culture à Mazira. Dernière petite question très rapide. Première fois, premier jour férié, c'est dimanche. Certains sont un peu déçus, pas parce qu'il y a un jour férié à Mazira, mais c'est que ça tombe un dimanche pour la première fois. Est-ce que ça vous fait quelque chose de particulier, vous qui êtes... Je suis très fier de ma marocanité et de cette reconnaissance de ce que nous sommes, particulièrement à travers la Constitution, mais aussi, je le dis, à travers les initiatives royales, dont celle-là, et qui montrent que toutes les cultures, toutes les civilisations ont leur mythe fondateur, ils ont leur symbole. Quelqu'un m'a posé la question dans une conférence, à quoi ça correspond? J'ai dit à quoi ça correspond. Ils me disent que c'est vrai, j'ai dit pour moi c'est vrai. Je veux croire que c'est vrai. Comme dirait Jacques Brel,
assis, etc. Moi, je veux bien croire. Pourquoi? Parce que toutes les civilisations ont besoin de fonder leur imaginaire politique sur des mythes fondateurs. Ça ne fait de mal à personne, ça fait du bien à tout le monde, parce qu'on reconnaît ce que nous sommes. Tous les Marocains sont ceux-là. Alors qu'ils le parlent ou qu'ils ne le parlent pas, c'est son problème. C'est comme ça qu'on est en paix avec son identité. Je rappelle que d'Israël aussi, parce qu'en préparant cette émission, vu qu'à l'âge de 6 ans, vous ne parliez ni français ni arabe. Non. Vous ne parliez qu'amazigh. Et que là, aujourd'hui, il a une maîtrise parfaite et totale, y compris de la rhétorique de différentes langues. Là, en l'occurrence, le français aujourd'hui, mais également certainement la langue arabe. Merci en tout cas infiniment à vous. Qui est une très belle langue, et l'amazigh est une très belle langue, et l'anglais est une très belle langue, et toutes les langues sont belles. Et Darija est une très belle langue. Toutes les langues sont belles. Il n'y a pas de langue subalterne. Il y a des langues qui sont travaillées, des langues qui ne sont pas travaillées. Et chaque pays vogue au gré de ses vents. Et bon vent à notre pays. Merci beaucoup. Merci en tout cas une fois de plus de nous avoir reçus. Et une fois de plus, je rappelle, chez vous, à votre domicile, on est là, l'Info en Face Matin TV. Et de nous avoir accordé aussi du temps, sachant que votre prise de parole orale n'est pas très fréquente. Merci en tout cas infiniment à vous, Idriss Rousse, et à très bientôt. Merci beaucoup. Mes meilleurs vœux encore de toutes les années. Complètement. Pas que 2024. De toutes les cultures et au-delà de toutes les frontières. Il n'y a pas de frontières. Pas de frontières. C'est dans les imaginaires qu'elles existent. Merci beaucoup. Merci à vous.